le droit de s'exprimer, c'est pour ça. Juste que les gens fassent le débat dans les termes expliqués. Juste regarder les questions. Pas de même. C'est moi qui le souffle. C'est ça. Hop, attention. Je suis confirmée. Professeur au département de communication sociale et publique. Je suis très heureuse de vous accueillir en si grand nombre. C'est déjà une réussite inestimée à ce débat sur la question de la laïcité et l'expression religieuse. C'est un projet qui se situe dans le cadre d'une recherche-action qu'on a développée avec un ensemble de partenaires suite à la commission Bouchard-Taylor. Et on s'est dit avec des chercheurs et des organismes communautaires, avec l'Observatoire québécois de la démocratie, on a souhaité faire une délibération citoyenne, soutenir une délibération citoyenne. On a retenu 3 grands enjeux qui avaient été traités dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor, qui sont les questions de la laïcité, les questions d'intégration au travail et les questions d'accessibilité à la santé, les droits de la santé. Donc, on va tenir dans les 2 prochaines années, dans le courant des prochains mois, une série de débats citoyens pour soutenir un dialogue et pouvoir échanger entre nous, entendre, écouter une diversité de points de vue. En ce qui concerne le débat sur la laïcité, c'est la première rencontre, mais on va poursuivre les travaux et les discussions sous forme de focus group ou d'entrevues ou de sondages pour terminer par un sommet sur l'harmonisation des relations interculturelles qui aura lieu à peu près dans 1 an et demi, qui va solliciter la participation d'une variété d'organisations et de citoyens sur les débats, les enjeux qui seront retenus dans le courant des prochains mois. Alors, je vous avise aussi qu'il y a une captation visuelle de l'événement et on va analyser l'ensemble des informations recueillies pour essayer de repérer les différents enjeux, les positions, les enjeux qui seront délibérés et discutés, les différentes opinions qui sont présentées. Maintenant, je vous souhaite encore la bienvenue et je cède la parole à Lucie Jobin, qui est présidente du MLI. Oui, alors ça va, vous m'entendez? Oui. Plus fort. Ok, je m'entends plus dans le micro. Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'instar de Mme Tremblay. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement laïque, nous sommes une organisation à but non lucratif, qui existe depuis près de 30 ans. Okay? Alors, on se bat pour la laïcité, la liberté de conscience et la défense de la séparation de l'Église et de l'État et de l'installation des institutions publiques. Alors, on est intervenu surtout dans le domaine scolaire à partir des années 80 et on a fait la bataille jusqu'en 1998-2000 quand les commissions scolaires sont devenues linguistiques avant les professionnels. Et comme vous avez pu constater, c'est pas complété tout à fait la laïcisation des institutions publiques. Alors, on va continuer la bataille et c'est ça qu'on fait encore. Aujourd'hui, le MLQ est heureux de participer et de contribuer au débat sur la laïcité et le débat qui est en cours déjà depuis 2 mois. Alors, on apporte notre contribution avec
l'UQAM, comme vous a dit Mme Tremblay, et on participe, on s'est associé à eux pour d'abord organiser ce débat qui ça a eu un grand succès jusqu'à maintenant. J'espère que ça va bien se terminer. Et comme je vous expliquerai pas tout le fonctionnement du travail qu'on a fait avec l'UQAM, mais c'est dans le cadre d'un projet de recherche-action citoyenne. Alors, comme vous a expliqué Mme Tremblay. Alors, on va commencer tout de suite aujourd'hui. Alors, Québec laïque avec un point d'interrogation, parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Nous sommes encore en pleine réflexion et bientôt les auditions en commission parlementaire vont commencer. Alors, tout le monde aura son mot à dire. Alors, aujourd'hui, on commence à dire notre mot. Vous et nous. Alors, il y a 4 panélistes, Mme Julia Benavide, M. Amir Kadir, Mme Alexa Corandi, M. Paul de Bellefeuille, qui vont répondre à des questions que nous avons préparées sur les 2 termes que vous avez entre les mains, c'est-à-dire la neutralité de l'État, identité et communautarisme. Et à l'intérieur de cela, M. Daniel Barry aussi va faire une courte intervention pour nous préciser les termes, et ces termes-là au niveau anthropologique. Dans le deuxième terme, institution publique et le projet de charte du gouvernement, alors là aussi des questions seront posées par l'animateur aux 4 panélistes. Alors, chaque bloc va durer 60 minutes. Il y aura 30 minutes pour les questions avec M. Peul et les panélistes et 30 minutes pour la participation de la salle, les questions de la salle. Et M. Peul va faire l'animateur de ces 2 gros thèmes ce après-midi. Il y aura une pause entre les 2 parties de à peu près 20 minutes où une petite collation sera servie. Alors, ça va vous permettre de rester avec nous jusqu'à peu près 4h30, 5h. Au départ, on va commencer avec un vidéo sur l'histoire de la laïcité et ses fondements. Alors, je vous souhaite un bon débat et bon après-midi. Merci. De la recherche de la laïcité ou de la laïcisation des institutions. Alors, juste avant de commencer, je me présente Daniel Turp, je suis professeur à l'Université de Montréal. J'ai accepté l'invitation du mouvement laïque d'animer, de présider ce débat. Je voudrais tout de suite dire que moi j'ai eu le souci, et j'espère que vous l'avez, que ce débat soit un débat qui soit fait dans la dignité, dans le respect des opinions des uns et des autres. Nous avons choisi d'avoir un équilibre dans la façon de choisir les membres de la table ici. Je leur fais confiance pour aussi présenter dans la dignité qui s'impose leurs positions respectives et de répondre aux questions qui seront les vôtres, parce que c'est aussi ce que nous souhaitons, qu'il y ait un échange entre la salle et nos 4 conférenciers. Des questions ont été rédigées, comme vous l'a dit Lucie Jobin. J'ai participé à la rédaction des questions. Les questions ont été présentées à l'avance aux 4 personnes qui sont avec moi. Ils ont eu donc l'occasion de réfléchir sur les questions qui nous paraissaient utiles de leur poser. Et juste avant de formuler les questions, de leur présenter ces questions, de leur donner à tour de rôle l'occasion d'y répondre, je pense que le mouvement laïque souhaitait aussi donner la parole à son ancien président et donc donner la parole à Daniel Barry qui va, pour une période de 5 brèves minutes, je l'exhorte de respecter ce délai de 5 minutes, de parler dans une perspective anthropologique du débat sur la laïcité. Je vous rappelle que Daniel a récemment publié ou a dirigé un livre pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, enjeux philosophiques, politiques et juridiques, qui a été publié auprès de l'Université Laval. Et j'ai d'ailleurs formulé une question pour lui. Alors, dans cet ouvrage, pour une reconnaissance de la laïcité au Québec, vous avez publié un texte intitulé, c'est le texte qui publie Multiculturalisme, essentialisme et laïcité, essai d'anthropologie biologique sur l'intégration et la laïcité, dans lequel vous abordez la question du nous et les autres. Qu'est-ce que l'anthropologie, donc, peut nous dire sur cette question? Alors, on m'a demandé de parler de la catégorisation du nous et des autres, comment on voit la chose en anthropologie. L'article que j'ai développé dans ce livre s'appuie sur des travaux de
d'anthropologie évolutive et de psychologie cognitive. En fait, il y a toujours une perception du nous et des autres. Dans la laïcité, cette question-là est très forte parce que la laïcité met en question la relation du citoyen avec l'État, donc ça demande de nous identifier qui je suis moi individuellement et qui je suis sur le plan collectif, à quelle communauté j'appartiens. C'est doublement ici présent parce que le gouvernement a lié son projet de laïcité à ce concept de valeurs québécoises. Donc, qu'est-ce que les valeurs québécoises? Et ça peut laisser croire que ceux qui sont contre le projet ne sont pas d'authentiques québécois, donc on joue dans l'identitaire. Et plusieurs personnes qui s'opposent au projet le font au nom de leur identité. L'identité, dans l'anthropologie et en sociologie, c'est quelque chose de très flou, aux frontières un petit peu indéfinissables. C'est quelque chose qui est composite. J'ai déjà employé l'exemple des poupées russes. En fait, on a plusieurs couches. L'identité s'emboîte l'une dans les autres comme les poupées gigognes. Et malgré le contour flou, chacune de ces zones est exclusiviste. Si je m'identifie à la gauche, je ne m'identifie pas à la droite. Si je suis africain, je ne suis pas chinois. Si je suis catholique, je ne suis pas sikh. Donc, dès qu'on choisit un élément de notre identité, on se trouve automatiquement à en exclure plusieurs autres. On perçoit donc toujours les autres personnes en fonction du nous et des autres, de quelle façon je peux trouver chez l'autre un élément qui se rattache à mon identité, il va faire partie de mon nous. Si je n'en trouve pas, il fait partie des autres. Ce biais dans nos perceptions des autres je pense que c'est un héritage de notre lointain passé évolutif, où on parle en termes de centaines de milliers d'années. L'être humain n'est pas désincarné, il traîne avec lui son passé évolutif, et c'était sûrement un avantage adaptatif dans un autre contexte. Dans nos sociétés pluralistes, ça présente un risque de dérive raciste, de xénophobie. Dès qu'on en est conscient, dès qu'on sait que c'est une réalité, il ne faut pas se la cacher. Les gens les mieux intentionnés perçoivent par ces mêmes types de mécanismes cognitifs. Alors, quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces dérapages? Dans les études que j'ai consultées, en fait, qui sont à la base du chapitre en question, il y a des choses très intéressantes qui ressortent, et là, je vous lis ce qu'on peut en tirer de façon assez globale. Cette catégorisation existe dans toutes les cultures, dans toutes les classes sociales. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas fin. Okay? Ce n'est pas juste les Québécois par rapport aux immigrants. Les immigrants aussi, par rapport aux Québécois, voient les choses de cette façon. Les critères de classement peuvent être biologiques, couleur de la peau, ils peuvent être culturels, l'alimentation, le vêtement. Cette habilité-là permet de renforcer les relations sociales au sein du groupe auquel on s'identifie, de là probablement l'héritage adaptatif dans notre évolution. Mais des aspects très intéressants qui sont sortis de mise en situation de laboratoire. Les marqueurs de coopération et d'alliance sont encodés aussi fortement que ceux du sexe quand on perçoit l'autre personne, quand on est mis en situation expérimentale. Et ce qui n'est pas le cas pour les marqueurs d'appartenance raciale, disons. Le fossé entre nous et les autres peut aisément être comblé lorsque on perçoit des possibilités d'alliance sociale forte avec l'autre personne, peu importe ses signes extérieurs. Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que l'appartenance ethnique n'est pas en soi un problème d'intégration, un problème de cohésion sociale. Ce qui suscite le plus de rejet dans ces expériences, ce n'est pas l'appartenance ethnique de l'autre personne, mais des signes qui montrent qu'ils ont un comportement ou des valeurs morales différentes des miennes. Le blocage vient davantage de cet aspect-là que de l'appartenance ethnique. Moi, je soumets que la laïcité, en fait, s'il y a une possibilité d'établir des contacts, des relations d'alliance avec les personnes que je juge différentes de moi, qui font partie du eux, qui font partie des autres, il faut que je perçoive donc que ces autres sont en mesure d'établir des alliances sociales fortes avec moi. Okay? Je soumets que la laïcité peut être un élément essentiel dans ce type de rapport social basé sur l'alliance dans une société pluraliste comme on l'a dans nos sociétés. Et j'emprunte, en fait, ça demande un effort. 2 minutes. Ça demande un effort, je pense que l'intégration est à ce prix. Je tire de Gérard Bouchard la définition de l'intégration. L'ensemble des mécanismes et processus d'articulation ou d'insertion
grâce auquel se constitue le lien social cimenté par des fonctions symboliques et fonctionnelles. Bon, c'est peut-être un petit peu théorique, mais je lui pose la question, comment parler de lien social cimenté par des fondements symboliques et fonctionnels lorsqu'on ne partage pas la même notion symbolique et fonctionnelle du lien entre l'État et la religion? Donc, il y a ici déjà un élément essentiel qu'il faut réussir à partager pour avoir ce lien social cimenté par des fonctions symboliques. Et l'intégration, quand on voit cette définition, c'est plus que le simple accès au marché du travail. On peut très bien avoir un très bon emploi et ne pas être intégré socialement. Je pense que le code du Chafia est là pour nous le rappeler. J'aime citer Roland Barthes, sémiologue et sociologue, qui disait du vêtement, le signifié principal du vêtement, c'est essentiellement le degré d'intégration du porteur par rapport à la société dans laquelle il vit. En tant que langage, le vêtement est au sens plein un modèle social, une image plus ou moins standardisée de conduite collective attendue, et c'est essentiellement à ce niveau qu'il est signifiant. Dans le contexte de la fonction publique, que représente, que signifie le discours non-verbal du vêtement religieux? Alors, il nous dit que la personne est croyante, à quelle religion elle appartient, qu'elle en pratique le rituel, qu'elle adhère aux valeurs et au comportement ou à la morale de cette religion, et qu'elle place cet aspect de son identité au-dessus de sa fonction, qui est celle d'un agent de l'État. Il y a risque là, donc, de provoquer un rejet ou de ne pas voir l'autre comme étant faisant partie de mon nous. En France, la loi sur l'instruction publique 1937, pas la loi de 1905-1937, définit ainsi le signe, c'est la loi qui interdit les signes religieux, religieux et politiques dans la fonction publique. Ce qui est visé, c'est tout un signe dont le port constitue une manifestation susceptible de provoquer une manifestation de rejet. Alors, ce qu'on voit encore ici, ce n'est pas l'exotisme du signe, comme pourrait penser André Pratt, c'est l'élément qui provoquerait un rejet de la part de l'autre ou qui m'amènerait à rejeter l'autre comme trop différent. D'accord, Daniel. Alors, d'autres éléments qui sortent en fait des études sur lesquelles je me suis fondé, je vais terminer là-dessus, c'est qu'il paraît un peu naïf de penser que le biais de xénophobie, qui est peut-être présent chez tout le monde, je pense que les gens les mieux intentionnés, les plus militants antiracistes vont quand même percevoir un nous et les autres, qui serait naïf de penser que ce biais va disparaître par la simple cohabitation de communautés isolées entre elles. Comme le propose le multiculturalisme ou l'interculturalisme, choisissez votre terme, qui sont interchangeables, ça nous montre que la xénophobie nécessite des interventions pour déstructurer la xénophobie, il faut des interventions claires, comme il faut faire un effort pour accepter d'être intégré dans une société. Très bien, merci Daniel. Et voilà. Ce que tu auras dit sera matière à discussion et débat entre nos panélistes. Alors, je voudrais maintenant, tout de suite, poser la première question. La première question a été formulée ainsi. Je vais inviter d'abord le député de Mercier, Amir Kadir, à nous proposer une réponse et ensuite inviter Jemila Ben Habib aussi à donner sa propre réponse à la question. Je vais aussi ensuite, lorsqu'ils auront pris la parole, donner l'occasion aux deux autres personnes de réagir ou de présenter leur goût sur la question. Alors, la question est très simple. Le terme laïcité semble vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. On a entendu M. Pénarouis donner une définition assez complexe de cette question. Daniel vient d'évoquer aussi certaines composantes de la laïcité. Alors, Amir, Jemila, quelle est votre définition de la laïcité et est-ce qu'il est souhaitable que l'État du Québec se déclare laïque par la loi? C'est ce que semblait vouloir Yvan Lamont d'ailleurs dans son exposé. Alors, quelle est votre définition de la laïcité et est-il souhaitable que l'État du Québec se déclare laïque par la loi? Amir. D'abord, merci beaucoup. Est-ce que ça va?
Vous m'entendez? Merci beaucoup. Comme je suis le premier invité à prendre la parole, je pense qu'on a quelques instants pour remercier ceux qui nous ont invités, le mouvement laïque, Mme Jobin, qui, en ses propres termes, est venue me tordre les bras pour que j'accepte de me soumettre à un autre débat avec Jemila, parce que bien sûr, Jemila et moi, on est souvent sollicités comme si ce débat-là devait nécessairement passer par deux musulmans. Et c'est un peu, bon, ça traduit un peu là où les choses sont. Ensuite, merci au mouvement laïque québécois, et j'aimerais aussi remercier Daniel pour l'anecdote. Vous savez que Daniel Turp a déjà été député de Mercier. Sauf que je voudrais souligner à quel point j'ai de l'admiration et du respect pour cet homme. D'abord, c'était un des seuls députés du Parti québécois qui, en 2005, dérogeant à la discipline de son chef de l'époque, qui était André Boisclair, a signé le Manifeste des solidaires. Donc, en quelque part, il a été lui-même l'artisan de ses malheurs, c'est-à-dire, c'est le Manifeste de Québec solidaire qui a conduit à la fusion entre différents courants qui a formé Québec solidaire. Mais à chaque fois qu'on s'est affronté dans des combats électoraux, ça a été fait vraiment dans le respect mutuel et toujours dans des termes politiques et non des critiques individuelles ou des attaques individuelles. Donc, je veux simplement dire à Daniel, c'est vraiment parce que c'est dans le berceau où Québec solidaire devait naître que j'ai dû me présenter et que tu as perdu ton comté, mais cette perte est aussi un peu ta victoire. Alors, ceci étant dit, moi je suis tout à fait en accord avec la définition proposée par M. Peña-Ruiz, que je ne connaissais pas. J'ai entendu d'autres définitions, j'ai lu bien sûr d'autres définitions. Pas tant à cause de sa référence à l'origine étymologique grecque du terme, mais à cause de sa parfaite, je dirais, cohérence avec la genèse du phénomène, je dirais, moderne de la laïcité, qui a pas mal pris naissance, on peut le dire, en France, au terme de 20-25 années je dirais, de combat social, de combat des idées, de débat en France, en 1905, avec la loi de l'Aristide Briand. Comment le définit M. Ruiz? Il parle d'un triptyque ou d'un trépied, 3 volets qui sont indissociables. D'abord, la liberté de conscience, dans cet ordre qu'il a mentionné. Ensuite, l'égalité en droit de tous les citoyens. Et troisièmement, l'indépendance, l'étanchéité entre le pouvoir, entre l'État, on parle bien de l'État, non pas de ses institutions, de toutes ses institutions ou de son personnel, mais de l'État et des églises, du pouvoir, donc de l'indépendance, de la séparation nette entre le pouvoir étatique et l'influence de différentes églises ou courants religieux. Ces éléments-là, à mon avis, c'est important de les prendre sous l'angle de leur indivisibilité. On peut ensuite, bien sûr, vouloir accentuer, favoriser une dimension par rapport à un autre, dépendamment des contextes historiques, mettre l'accent sur l'importance de relever, affermir un de ces 3 pieds-là. Mais si on prend cette définition, et si on prend l'expérience historique de la France, qui a débouché sur la première loi de la laïcité en 1905, on s'aperçoit que là, comme d'ailleurs dans l'explication qu'on a donnée Lamonde plus tard, la question de l'intégration est centrale au processus. Quand en France, la laïcité a été introduite, ce n'était pas pour exclure, c'était pour inclure les protestants qui étaient systématiquement discriminés dans la fonction publique et dans le réseau scolaire, dans l'accession à des postes, dans le réseau scolaire notamment. Et j'ai retenu, ça m'a amusé, pour renforcer ce message de l'importance que la laïcité, dans cet esprit d'unifier, de permettre de créer les conditions objectives pour qu'un peuple puisse dégager des bases de vivre ensemble qui permettent une plus grande unicité, Laos, en dépit de la diversité des opinions, des couleurs, des origines, etc., nécessite de mettre beaucoup l'accent sur l'intégration. Lamonde disait que lorsque il y a eu le débat alentour de la bibliothèque d'un institut canadien, je ne sais plus qui, je pense M. Lacoste ou
acteur de la chose, ont rappelé aux dirigeants religieux de dire, écoutez, là, il n'est pas question de faire de cet institut un institut catholique. Il faut s'entendre là qu'on le fait pour inclure les protestants. Donc, dans le processus, dans la vision de la monde et dans l'historique même au Québec, le processus de laïcisation voulait dire qu'il faut mettre fin à l'exclusivité de la présence dans les lieux de pouvoir, dans les lieux de débat public, uniquement de gens qui étaient d'une orientation confessionnelle. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'assurer la neutralité de l'État et son indépendance dans ses choix, mais pas pour exclure les gens qui sont d'une confession ou d'une autre, ou athées ou agnostiques, mais plutôt pour permettre, en toute égalité à tout le monde, de participer et de jouir de tous les droits qui doivent accompagner la participation dans la vie démocratique, dans la vie en la cité. Ça, c'est cet élément-là. Donc, pour conclure, l'autre question, est-ce qu'on est favorable ou non à l'affirmation par l'État québécois que l'État québécois doit être un État laïque et une affirmation forte? Oui, Québec solidaire, je vous le rappelle, il n'y a pas question ici de se faire nécessairement concurrence, mais la réalité est que le premier parti qui, après la commission Bouchard-Taylor, a demandé publiquement et est revenu à la charge régulièrement pour dire qu'il faut absolument une charte de la laïcité au Québec, le premier parti à la proposer, c'est Québec solidaire. Donc, là où on ne s'entend pas, c'est comment cette charte doit maintenant atterrir dans le terrain pour s'assurer que ce faisant, on intègre et on ne déconstruit pas l'objectif ultime, la hausse, hein, l'unicité, l'objectif ultime de ce processus tel que défini étymologiquement par Ruiz, c'est-à-dire de créer les conditions objectives d'une plus grande unité à travers l'intégration citoyenne. Très bien. Merci Amir, merci d'avoir répondu aux deux questions. D'avoir donné le bon exemple de répondre aux deux questions. Et je pense que je pourrais ajouter que le Québec solidaire est aussi le premier parti à avoir déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale intitulé « Charte de la laïcité de l'État québécois », je crois. Projet de loi numéro 398. Oui. Alors, comme on est le dernier parti, nos chiffres sont... On sait que c'est difficile de faire adopter un projet de loi dans ces conditions. Daniel, toi, pensez que... Oui, tout à fait. Alors, à ces deux questions, Jibila, quelle est ta réponse? Alors, merci. Merci infiniment pour l'invitation, d'avoir organisé cette rencontre qui fait courir les foules un samedi matin à midi. C'est dire que la laïcité, ça intéresse beaucoup de gens. Je salue l'ensemble des panélistes ainsi que notre cher animateur de donner généreusement de leur temps chacun pour venir partager avec vous quelques idées. Mais je veux surtout vous remercier. Remercier chacun d'entre vous. Je reconnais dans la salle des militants de très longue date pour la laïcité et sans vos efforts, je pense que ce qu'on a commencé il y a très très longtemps ne serait pas parvenu à cet état de parachèvement. Donc je vous remercie très sincèrement pour votre implication pour ce projet-là. Maintenant, pour en arriver aux réponses aux questions, moi je vais reprendre en fait le triptyque d'Henri, puisqu'il me va comme un gant. En fait, l'égalité, mais avant l'égalité, la liberté de conscience, croire ou ne pas croire, et ceci implique qu'on peut adhérer à une religion, qu'on peut en sortir sans oppression, sans aucune contrainte. Le deuxième, c'est l'égalité entre les croyants et les non-croyants, et l'universalité de la loi. Maintenant, ce dispositif, si vous voulez, juridique, politique, il est aussi quelque part philosophique, parce que la laïcité, c'est aussi une conception du monde, de la cité, mais également de l'individu. En ce sens que l'individu est au centre de la cité, on lui reconnaît une raison, donc doté de sa raison, il est capable de donner un sens à sa destinée, il est capable de contribuer à la cité sans pour autant se référer au dogme religieux. Donc il y a un lien intrinsèque, si vous voulez, entre l'éducation. Ce n'est pas pour rien qu'on déconfessionnalise,
les écoles. Ce n'est pas pour rien que le système éducatif est au cœur du projet de la laïcité. Donc l'homme, doté d'une raison, de l'éducation et de sa culture, arrive à parachever son émancipation citoyenne. Donc il y a aussi l'idée de l'autonomie morale et intellectuelle de l'individu citoyen qui est importante. Maintenant, à savoir si l'État québécois devait avoir donc une déclaration formelle quant à sa laïcité, moi je pense que oui, on est rendu là, car malheureusement nous n'avons pas de référent juridique pour déclarer donc formellement la laïcité de l'État. Et donc il serait bienvenu d'amender la Charte des droits et libertés, comme nous l'avons fait en 2008 pour y inscrire le principe d'égalité entre les femmes et les hommes, dont les femmes et les hommes égales en droit et en devoir, mais également en dignité. Donc c'est inscrit dans le préambule de la Charte, mais aussi dans un article qui fait une référence précise à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense que on devrait donc aller dans ce sens et déclarer donc la laïcité de l'État. Et d'ailleurs, si l'on se réfère au jugement de la municipalité du Saguenay concernant la prière, eh bien, on sent quelque part qu'il y a un désarroi de la part des juges parce qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas quelque part appliquer ce qui n'existe pas. Donc on sent le besoin de combler ce vide juridique par une déclaration formelle. Ceci m'amène à dire, à mettre tout de suite les pieds dans le plat du débat qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire que la laïcité ne reconnaît aucune particularité religieuse, et non religieuse d'ailleurs. Donc l'affirmation des particularismes religieux n'est pas la bienvenue dans un État laïque, en ce sens que les particularismes religieux divisent, alors que la laïcité est le seul modèle politique, juridique qui inclut les croyants et les non-croyants. Donc, la laïcité a un caractère éminemment inclusif, alors que les religions, elles, ont un caractère plutôt exclusif. Voilà, je pense que je m'en tiendrai à ça. Merci. Je donne l'occasion maintenant à nos deux autres conférenciers de se pencher là-dessus. Peut-être aussi la question qui, en ce qui concerne la définition, peut se poser en termes de la laïcité est-elle seulement pour les institutions ou s'agit-il d'une question qui concerne aussi l'individu? Est-ce qu'on peut opposer une laïcité individuelle à une laïcité institutionnelle? Alors, je donne la parole à M. de Bellefeuille. Merci. Donc, je suis un représentant syndical du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Donc, essentiellement, des membres présents dans tous les ministères et organismes de l'État. Des gens qui souvent ont plus de difficultés à identifier, mais qui ont un pouvoir très important à l'intérieur de distribuer, par exemple, des permis de conduire, assurance maladie, état civil, et etc. Nous, le syndicat de la fonction publique et parapublique, on a pris une position, et ce depuis 2007, on réfléchit à cette question. Et pour nous, il est clair qu'un État laïque n'est pas dissociable des personnes qui l'incarnent. C'est-à-dire que, tout comme le devoir de réserve politique, par exemple, qui existe depuis des années, on ne peut pas, en tant que fonctionnaire, exprimer par le port d'un objet, que je sois favorable à Québec solidaire ou à d'autres partis, et ça, c'est parfaitement intégré. Ce qui ne veut pas dire que ces personnes-là, fonctionnaires, ne puissent pas s'exprimer politiquement, mais souvent en dehors des cadres de leur travail. Et pour nous, la même chose doit aussi s'appliquer pour le religieux. Porter un vêtement, c'est pas banal, et porter un vêtement religieux, quel qu'il soit, ou un symbole religieux, ça veut dire quelque chose, c'est porteur d'un message fort. Et
et nous, en tout cas le SFPQ, on souhaite qu'il n'y ait aucun signe ostentatoire, ce qui veut dire qu'il pourrait même y avoir quand même des signes religieux portés, mais non ostentatoires. Alors, contrairement, par exemple, à des signes politiques, je pense que là, il y a une ouverture, bien entendu, mais pas de façon ostentatoire. Je pense qu'on ne doit pas, comme fonctionnaire, qu'on soit croyant ou incroyant, exprimer nos croyances ou nos incroyances à l'égard du public et des citoyens. Je pense que ça fait partie des libertés démocratiques. Est-ce qu'il doit y avoir une loi là-dessus? Tout à fait. On a pris position, on voulait une charte de laïcité, on le veut toujours. On a appuyé différents manifestes, dont celui du regroupement pour la laïcité. Je dirais que ça a comme réveillé en tout cas une sensibilité très particulière chez les Québécois d'être confrontés tout de coup à un retour du religieux dans leur histoire. Et je dirais que si on veut mesurer vraiment ce que ça a signifié pour le peuple québécois, ce religieux dans notre histoire, il faut relire le manifeste de refus global. C'est une façon... Je pense que, écrit par des artistes, ça reflète bien un certain état d'esprit qui régnait pendant une période qu'on a dit noire, mais il y avait une lumière qui émergeait et c'était chez les artistes que ça se faisait. Voilà, merci. Alors, Madame Conradi, à votre tour. Oui, merci de l'invitation d'échanger avec vous aujourd'hui. Ce qui m'a frappé avec la première prise de parole, c'est qu'on parle des hommes en parlant des hommes et des femmes. Et je pense que c'est pas anodin de souligner que dans une façon de parler de laïcité, on dit les hommes comme si c'était une condition universelle, que les hommes constituent une condition universelle. Sur la question de la définition de la laïcité de l'État, on a aussi un triptyque avec lequel il y a des grandes similarités, c'est-à-dire que la séparation nécessaire entre l'État et la religion, entre autres parce que les mouvements féministes ont identifié les fondamentalismes religieux comme étant une très grande menace à leur liberté, à leur égalité. Et donc, c'est important qu'il n'y ait pas aucune décision de l'État qui soit sous l'influence du religieux. Deuxième, c'est que l'État doit être neutre à l'égard des croyances et de l'athéisme. Et ça permet à la fois une protection pour tous les athées et non-croyants devant l'État, mais aussi l'agissement de l'État, mais ça permet aussi une protection pour les minorités religieuses, comme a été en France les protestants, par exemple. Donc, c'est important de maintenir cette neutralité de l'État vis-à-vis de la croyance et donc dans son action. Troisième élément, c'est cette liberté de conscience qui est absolument fondamentale. Et les femmes n'ont pas toujours eu droit à une liberté de conscience. Ça fait partie des luttes importantes des femmes et on a eu à la fois lutter pour notre liberté de conscience de la part d'un certain contrôle religieux, mais on a eu à le faire également de la part de nos familles et même de l'État qui, sur plusieurs enjeux, a historiquement pris le contrôle de nous contre notre gré. Et donc, d'avoir accès à la liberté de conscience, ce qui implique la liberté d'expression, est encore un lieu de lutte pour les féministes. L'enjeu, entre autres, c'est autant pour contrer les fondamentalismes, autant pour renforcer l'autonomie et cette liberté de conscience-là, c'est de lutter contre tout système, par exemple, qui vise une seule vérité, une seule identité ou une seule autorité. Ça, c'est une définition assez claire de qu'est-ce qui peut être un fondamentalisme religieux, et c'est très important de le faire. L'enjeu, c'est que la religion, dans toutes ses formes, constitue aussi un autre lieu, d'autres formes d'institutions patriarcales. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tous ces milieux religieux qui ont une tradition toute patriarcale? Les féministes, pour la vaste majorité, vont dire, ici et ailleurs dans le monde, qu'il n'y a aucune institution patriarcale qui n'a pas besoin d'être transformée. Et donc, comment on fait pour que l'État ne prenne pas des décisions sur la base des enjeux, des
affiliation religieuse, mais comment on fait également pour que les religions continuent à être mises au défi d'une réflexion féministe contre le contrôle et la domination. Et ça, si on relègue totalement la religion à la sphère privée et on ne le confronte pas à ses propres contradictions, on isole celles qui cherchent à les transformer de l'intérieur. Je dirais en terminant que dans le débat sur la laïcité, en France notamment, Cécile Laborde, qui est une chercheure assez importante sur les questions de laïcité et le républicanisme français, elle va dire des choses comme on ne peut pas uniquement réfléchir à la laïcité en dehors des relations de pouvoir existantes dans la société. Et la laïcité doit être un outil de non-domination et pas juste de régler la séparation entre l'Église ou la religion et l'État et la neutralité. Il faut s'assurer qu'elle n'entraîne pas de domination ou d'injustice ou de marginalisation. Et dans le débat actuel, malheureusement, il y a un peu de ça également. Donc oui, on est absolument, la Fédération des femmes du Québec, pour la laïcité de l'État. On est aussi pour qu'il y ait une loi, mais on a des inquiétudes sur les effets de la loi actuelle pour plusieurs raisons que sûrement on va avoir l'occasion de discuter. Mais une des questions, c'est l'absence de regard sur les relations de pouvoir existantes dans notre société entre les enjeux de la majorité et de la minorité. C'est bien parti. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le soin de répondre aux deux questions. Et on voit les lignes de partage, pas seulement de fracture, mais le consensus sur la question, moi, de l'idée que la déclaration, l'idée de déclarer la laïcité, c'est souhaitable. Alors, on va passer à la deuxième question. Et d'ailleurs, quand vous aurez l'occasion d'intervenir pour répondre à la deuxième question, vous pourrez saisir l'occasion de commenter ce que vous avez dit les uns et les autres en réponse à la première question. Et on a un petit vidéo quand même pour introduire la deuxième question, un témoignage qui va susciter, vous allez voir, je suis certain, des réactions de part et d'autre. Alors écoutons ce témoignage de M. Akli Oujda. Si je vais reproduire le même schéma de ma société d'origine, pourquoi certains immigrés? Vous l'avez peut-être remarqué, vers la fin, M. Oujda a dit quelque chose qui met l'accent sur des questions d'identité lorsqu'on émigre au Québec. Il a évoqué une possible libanisation du Québec, c'est le terme qu'il a utilisé, susceptible de résulter de l'accentuation des différences communautaires ou en particulier religieuses. Alors, les deux questions que je soumets à votre réflexion, et cette fois-ci, on va commencer par Jemila et ensuite inviter Alexa à donner sa réponse et ensuite les deux autres à réagir. Quelle est la solution pour éviter ce que M. Oujda appelle une possible libanisation et l'accentuation des différences? Est-ce que les modèles du multiculturalisme canadien ou de l'interculturalisme québécois donnent des réponses à ces questions? Alors, Jemila. Oh, pardon. Merci beaucoup. Alors c'est intéressant ce concept-là de libanisation parce que en réalité il traduit un phénomène qui est la multiconfessionnalisation de l'espace public et aussi du lien politique. C'est-à-dire qu'on est extrêmement loin de la laïcité, on est dans la laïcité ouverte, à savoir l'affirmation religieuse et la reconnaissance de l'affirmation religieuse. Donc en réalité, nous ne sommes plus des individus dotés d'une raison, mais nous appartenons à des communautés religieuses et ces communautés religieuses donc viennent cogner à la porte de l'État pour demander une part du gâteau. Et c'est ce qui arrive donc dans un pays comme le Liban, il y a 18 communautés et qui se partagent donc le pouvoir politique. Or, nous avons bien vu dans la définition donc, de Henri de la laïcité qu'elle ne permettait pas la reconnaissance
affirmation religieuse. Et donc, par conséquent, si l'on veut réellement maintenir le lien social, le nourrir, l'enrichir, loin du religieux, eh bien, on doit garder les religieux loin de la sphère politique et loin de la sphère publique. Nous sommes au Québec, nous sommes reconnus comme une nation, et donc toute intégration à la société québécoise doit se faire en fonction du cheminement historique, culturel, politique de cette nation québécoise, en tenant compte, bien entendu, de sa déprofessionnalisation, de sa modernisation. Et j'ai envie de dire que oui, en effet, le Québec est de toutes les couleurs, mais il n'est pas de toutes les valeurs, parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas les bienvenues au Québec, à savoir la discrimination entre les femmes et les hommes, qui est au cœur des systèmes donc, religieux, la discrimination aussi religieuse, qui est au cœur également des systèmes religieux, puisque les religions privilégient les croyants de leur religion et discriminent les autres. Donc, pour ma part, définir le lien social en dehors du religieux me semble essentiel si l'on veut vraiment garder donc, la paix sociale, si l'on veut que chaque individu puisse exister, puisse s'épanouir. Et je finirai là-dessus. À cet égard, j'ai été vraiment surprise quand Mme Conradi a dit l'État doit mettre les religions au défi. Non, l'État ne doit pas mettre les religions au défi. L'État laïque ne défie personne. L'État laïque ouvre ses bras aux croyants et aux non-croyants. L'État laïque ne porte pas de jugement moral sur les religions. L'État laïque trace simplement une frontière entre la cité, c'est-à-dire celle qui appartient au peuple, et les religions. Donc l'État laïque, en fait, ne concurrence pas les religions. L'État laïque crée tout simplement les conditions favorables à l'émancipation citoyenne de tout un chacun. Madame Conradi, vous avez l'occasion aussi de répondre à la surprise là, que vous avez posée. C'est une mauvaise interprétation de mon propos, c'est-à-dire qu'au plan de la démocratie et de la citoyenneté, il faut avoir des espaces pour que les citoyennes et les citoyens puissent questionner la logique religieuse. Et donc, ce n'est pas à l'État de le faire, mais bien un processus où on met collectivement, par notre action citoyenne, les religions au défi de leur propre logique. Et lorsqu'elles sont mises uniquement dans la sphère privée, ils peuvent avoir lieu en dehors du regard collectif. Et ça a été noté par des féministes dans plusieurs pays à travers le monde comme étant une des faiblesses de l'action féministe dans le monde, c'est qu'en isolant totalement la religion en dehors des espaces de discussion publique, on peut nous-mêmes isoler les religions d'un questionnement qui doit se faire au plan citoyen parce qu'il continue à opérer dans la vie des personnes, qu'on le veuille ou non. Je dirais qu'il y a une distinction à faire également entre les religions et les croyants. C'est-à-dire qu'il y a les institutions religieuses, les personnes qui dominent dans ces institutions religieuses-là et le dogmatisme et les enjeux politiques qui sont soulevés là, mais de faire l'amalgame en toutes ces pratiques-là, aussi toutes ces perspectives-là et les pratiques que les individus vont faire, on a pu voir, par exemple, plein de catholiques avoir recours à la contraception, même quand l'Église catholique disait qu'ils n'en avaient pas le droit. Donc, c'est très important de ne pas faire l'amalgame entre l'institution et les personnes. Ensuite, juste pour répondre davantage à la question, on revient d'une fin de semaine où on a discuté d'un projet féministe de société et qu'est-ce qui fait les enjeux du vivre ensemble féministe ou qu'est-ce qui peut faire du féminisme un projet de société. Et à la base de ces questions-là, on a dit que des choses comme la justice, l'égalité, la paix, la liberté doivent faire, la solidarité doivent être des éléments d'un cœur d'un projet féministe de société. Ce qu'on a avec l'enjeu de questionnement sur le vivre ensemble à travers nos différences,
c'est qu'il faut regarder comment ça se fait actuellement le débat au Québec. Dans un premier temps, ce que propose la Charte des valeurs, c'est d'une certaine façon deux régimes. Donc on admet que si on dit que l'apparence religieuse compte pour quelque chose, pourquoi on permet alors des petites croix? Pourquoi la religion majoritaire n'est pas questionnée, mais les religions minoritaires sont celles qui sont questionnées? Pourquoi on considère toute la question de la marginalisation des emplois et des femmes dans certains secteurs d'emploi? Pourquoi ça, c'est pas grave? Alors nous, on n'est pas pour une logique multiculturaliste d'aucune façon. On est pour plutôt penser la société de manière à ce que la discrimination et l'injustice ne figurent pas. Et qu'en s'engageant contre la discrimination et l'injustice et pour l'égalité, on crée les conditions d'un vivre ensemble et qui permet la différence. Je vous donne une autre série d'exemples. Tantôt, M. Paris a parlé de le défi que lorsque on ressemble à quelque chose qui est trop différent, qu'est-ce qui arrive? Et que c'est peut-être aux personnes de ne pas avoir l'air trop différent finalement. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un paquet de personnes dans notre société qui ont eu, avec l'histoire, l'air différent des autres, mais qu'il a fallu travailler changer le regard envers ces personnes et pas juste demander aux personnes de se conformer. C'est le cas de beaucoup de gays et lesbiennes, par exemple. Nous avons été la cible historiquement parce qu'on ne ressemblait pas uniquement à la majorité et que c'est en nous regardant comme étant différents qu'on nous a placés en dehors. Et là, tranquillement, on a dit la société a besoin d'évoluer, c'est pas juste aux personnes de se marginaliser puis de se conformer à un regard de l'ensemble. Donc, quand il y a une diversité culturelle et religieuse au Québec qui se multiplie, il ne faut pas faire l'amalgame que les personnes qui portent un signe comme un hijab, par exemple, est nécessairement porteuse de valeurs qui est en contradiction de l'aspiration de la nation québécoise. Et donc, il y a également une très grande importance à faire. Avec l'histoire, notre passé sur la religion au Québec, on a de la difficulté à se faire la part de certaines choses. Il y a énormément de militantes et de militants qui font partie de ce qu'on pourrait appeler la théologie de la libération. Ces croyants chrétiens-là ont été au cœur des luttes pour la justice, contre toutes sortes de luttes comme la pauvreté, lutter contre la pauvreté et les inégalités, à côté des immigrants dans l'histoire, et même pour la laïcité. Alors, quand on met tout le monde dans le même bateau comme étant une menace à notre vivre ensemble, il faut vraiment faire attention. Dernière chose, c'est que la religion majoritaire est actuellement intouchée dans le débat. On se concentre beaucoup sur l'islam. Et je vous donne 3 exemples où la religion majoritaire devrait être davantage questionnée. Les chevaliers de Colomb ont appelé pour l'élection de Harper. Ça, c'est des gens qui sont des laïcs catholiques et qui ont fait donc appeler les membres de ce réseau-là à voter pour Harper, notamment à cause des enjeux touchant l'avortement. Développement épais, qui est un groupe à l'intérieur des églises qui fait du travail de justice sociale reconnu et apprécié, a fait l'objet d'une tentative de prise de contrôle de l'Église catholique ces derniers temps pour tenter d'éliminer toutes ces pratiques de solidarité, notamment avec les féministes. Et donc, Développement épais ne peut plus faire un travail explicite avec les organisations comme la FFQ qui sont pour le libre choix en matière d'avortement. Par contre, il y a des féministes catholiques, comme l'autre parole, qui questionnent les institutions de l'Église catholique et pensent qu'au nom de la foi catholique, il est possible de revendiquer le droit à l'avortement. Un autre exemple, c'est qu'il y a des églises chrétiennes en ce moment qui sont en train d'être formées à travers, qui créent des espaces de conseil pour les femmes enceintes et qui, ce qu'ils veulent faire, c'est non pas offrir un espace où elles peuvent, les femmes enceintes en questionnement sur l'avenir de leur grossesse, ils ne veulent pas créer un espace où on respecte le libre choix, mais qu'on crée un espace où on les oriente les femmes vers, clairement, loin de l'avortement comme option.
Alors, c'est pas que je trouve pas que l'islam n'a pas des enjeux à aborder. On a plusieurs sujets à aborder sur le contexte de l'islam. Mais le projet actuel dans nos rangs et dans notre société, qui touche la question de la discrimination, pour moi, c'est obscurcir la discussion sur le multiculturalisme canadien, ça n'a juste pas rapport. La question, c'est comment on s'assure de la justice et de l'égalité pour tous les citoyens dans la société, comment s'assurer qu'on ne crée pas de citoyenneté de seconde zone, et comment s'assurer que l'ensemble des citoyens, l'ensemble des pratiques religieuses soient mises au banc d'une réflexion politique pour voir comment ils agissent dans notre société et de les documenter. En fait, Paul